Je suis ravi d'être ici à la médiathèque André Malraux et d'accueillir un beau plateau avec juste à ma gauche donc Robert, scénariste du nouveau Tif étendu, on va en parler dans un instant, Blutch au milieu, et José-Louis Bouquet, donc des éditions Dupuis. En septembre prochain paraîtra donc aux éditions Dupuis Mais où est Kiki, un nouvel épisode des aventures de Tif étendu, donc avec Blutch au dessin et Robert au scénario. Dans l'intervalle, on peut déjà découvrir les 44 premières planches dans 2 cahiers Tif étendu, donc 1 et 2, et un numéro 3 sera à apparaître dans peu de temps, je pense. Quand est-ce qu'il y a le 3e volume ? Je me tourne vers notre éditeur. José-Louis. J'ai appris il y a une demi-heure, c'est le 28 juin. 28 juin, donc voilà une date, une info. Donc le troisième cahier est attendu. Alors ce projet, on en parle depuis quelques temps déjà, je crois même depuis 2015, peut-être que je me trompe, mais finalement, qui déclenche quoi entre vous trois? Alors j'ai cru lire dans l'un des cahiers que les 2 frères, parce que vous êtes frères, se racontent une histoire de Tif étendu. Est-ce que c'est finalement quelque chose d'assez courant de se raconter comme ça une BD à venir, et puis finalement comment on passe de cet instant où on se raconte quelque chose pour finalement le matérialiser sous la forme de ces planches? Blutch. Jeune homme, s'il vous plaît. Louis au coin. Vous avez pris rendez-vous chez le coiffeur avant de venir ? Je vais essayer de raconter brièvement et simplement ce que je, de mon point de vue, estime être l'origine de ce projet. Il y a une dizaine d'années, en 2008, les éditions Dupuis fêtaient les 20 ans de la collection Air Libre. Pour l'occasion, José-Louis m'a proposé de retravailler sur un volume que j'avais fait paraître dans cette collection qui s'appelle Vitesse moderne. Il s'agissait de faire une édition de luxe. Et il me propose, José-Louis, de rajouter à l'édition ordinaire, de rajouter une dizaine ou une quinzaine de pages. Et avec des pages avec souvent, comme on fait, avec des esquisses, des crayonnés, des recherches. Cette idée je me barbait un peu. Je me disais que ces pages, j'allais plutôt les utiliser pour dessiner une suite, un prolongement au récit dessiné Vitesse moderne. J'ai eu l'idée à ce moment-là de redessiner un extrait d'un épisode de Jerry Spring, dessiné par J.G. Donc une histoire de cow-boy, vraiment au sens strict du terme, au sens le plus orthodoxe. Qu'on peut découvrir au MAMS. Et tu trouves cette histoire au MAMS. Et donc, donc j'ai refait une histoire, un passage, j'ai redessiné un passage de Jerry Spring, où j'ai changé les cow-boys, les personnages masculins, par mes protagonistes féminins, par les héros de Vitesse moderne. Mais j'ai gardé à peu près entièrement le découpage et quasiment tout le dialogue original de J.G. Voilà. Donc donc j'ai fait cette copie de cet épisode de Jerry Spring qui s'appelle Elzopilote. Voilà. Après coup... Une copie, tu as choisi évidemment un extrait qui se passe absolument pas dans le désert du Nevada, mais sur un bateau. Non, dans cet album. Parce que c'est des cow-boys. Non, parce que dans cet album, à un moment, il s'embarque en mer et il y a une tempête dans le golfe du Mexique. Et j'aimais bien cette idée du western qui, d'un coup, a fini dans l'océan. Enfin bref, voilà. Donc j'avais travaillé sur ce. On est loin de Tif étendu, mais j'ai travaillé sur une relecture d'un classique de chez Dupuis, qui est Jerry Spring. Voilà, par J.G. Et après coup, après ce travail, avec José-Louis, en discutant, on a parlé, alors c'est complètement informel, on discutait d'une possibilité de retravailler
on ricanait sur les gens qui reprenaient Spirou, qui étaient trop nombreux, Oui. qui faisaient du pastiche, Oui. qui faisaient, qui étaient Oui. dans l'idolâtrie, et on trouvait que la démarche n'était pas hyper intéressante pour un personnage trop connu. Jusqu'à... Et voilà. Et et toi, je- tu me dis que c'est Tiff et Tondu que t'adores. Oui. Oui. Moi, en dessinateur, Spirou m'a jamais inspiré. Et même, je n'ai jamais tellement aimé lire les histoires de Spirou. Même par Franquin. Je ne suis pas un inconditionnel de Spirou. Donc, c'est un personnage qui ne m'inspire pas du tout, qui me laisse complètement froid. En revanche, dans Tiff et Tondu, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y avait un espace vacant à remplir. J'ai l'impression qu'un travail n'avait pas été fait à ce moment-là. Et donc, tout part à l'origine. Voilà. En plus, j'ai l'impression que c'est très barbant de raconter ça. Mais si tu veux savoir, ça part d'une bonne dizaine d'années en arrière. Voilà. Et je crois que c'est. Enfin, voilà. Je ne sais pas qui de nous deux a. Ça, en fait, Tiff et Tondu sont des personnages qui appartiennent aux éditions Dupuis. Oui. Donc, je pouvais tout à coup me permettre de lui proposer, Oui. en tant qu'éditeur des éditions Dupuis. Surtout que ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu de volume, absolument. Donc, il me semble qu'il y a eu quand même une dernière série, ou en tout cas des albums dans ces années-là, 2007-2008, et puis non, dans les années 90, 97. Mais ça faisait bien une 97, quinzaine d'années qu'il n'y en ouais. avait plus. Oui. D'accord. Voilà. Ce qui fait on aurait peut-être dû commencer cette rencontre en expliquant ce qu'est Tiff et Tondu, parce que la Non, plupart mais des gens ne savent pas ce que c'est Mais du justement, tout. on va en parler. Et puis, Tu vois, j'aimerais surtout c'est que loin derrière Lucky Luke ou Spirou ou Black et Mortimer. Le public ne connaît pas, ils sont oubliés, tu vois. on m'a demandé de réviser mon Tiff et Tondu. Moi, j'ai lu Tiff et Tondu, et j'aimerais juste en discuter avec donc Patrick Robert, donc scénariste. Comment finalement tu t'inscris dans cette démarche de travailler avec Blutch, ton frère, sur un Tiff et Tondu. Et cette histoire que je raconte, qui est notée quelque part dans le cahier, que vous racontez cette histoire, finalement, qui la raconte à qui? Est-ce que c'est toi qui la raconte à Blutch? Je dis tiens, mais je me projette, j'ai une idée, comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment viennent les idées? Je sais pas. Mais le premier truc qui m'est arrivé, c'est le titre. Il m'est tombé dessus. J'ai pas réussi à m'en défaire. Mais oui, Kiki. Comme ça. Ça devait être, je sais pas, un rapport entre le Kiki, le petit personnage là, des années 80 qui se met des pouces dans la bouche, là, le petit singe, et le Yuki de Gottener. Et ça m'est resté. Et j'ai monté mon histoire là-dessus. Voilà. Jusque... Alors, vous avez tous les deux été des lecteurs de Tiff et Tondu. Bien sûr. Parce que ces volumes, ces cahiers nous relatent un petit peu, comment dire, le off. C'est-à-dire qu'on découvre par exemple que vous avez tous les deux, je l'ai rapporté ici, je crois que je vais l'avoir sous le coude, le même volume, enfin le même album que vous appréciez, enfin qui a votre préférence, donc sorti des abîmes, sorti en 72. Alors pour toi, Blutch, 72, tu as 5 ans. Toi, Patrick, tu es un peu plus jeune encore. Je ne sais pas si tu l'as découvert en temps réel ou peu de temps après, mais tous les deux, vous choisissez celui-là comme votre album préféré de la série. Moi, oui, indéniablement. Mais il y a une chose qui est marquante dans cette série Tiff et Tondu, c'est le super méchant. Il y a un super méchant, diabolique, un personnage charismatique qui s'appelle Monsieur Choc. Ouais. Eh bien moi, bizarrement, Monsieur Choc, je suis toujours resté à côté de Monsieur Choc. Je le sens pas. Je le sens pas, je comprends pas ce personnage, je le déchiffre pas du tout. Ce qui, moi, me plaît dans Tiff et Tondu, c'est leur copine. C'est Oui. Kiki. Et là, c'est la première héroïne de BD vraiment qui m'a vraiment touché dans cet album-là. Parce qu'elle est vivante, elle n'a pas ce côté poupée gonflable que pouvait avoir Natacha, hôtesse de l'air. Oui, non, c'est vrai. Elle a un côté vraiment vibrant et présente et réel. Et moi, ce personnage m'a tout de suite sauté aux yeux et qui m'a vraiment marqué. En fait, au départ, ce qui m'intéressait dans Tiff et Tondu, c'était presque Kiki, en fait. Et étrangement, Je crois, en fait. vous la faites disparaître dans la nouvelle série, enfin elle est enlevée, et étrangement elle disparaît déjà dans Sortie des Abîmes. À un moment elle disparaît aussi et on la retrouve. Donc Kiki est cet être
peut-être, je sais pas, fantasmatique, qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît. Je vois Robert qui est en train de sourire. La femme mystérieuse qui apparaît et qui disparaît, oui, sans doute, je sais pas. Oui. Je sais pas quoi dire. On retourne à Tiff et Tondu, finalement, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Puisqu'ils sont méconnus, ou en tout cas auraient été peut-être oubliés, je ne vais pas envie de dire occultés, mais... Pour moi, c'est une matière... c'est une matière formidable, parce que pas peu exploitée. Et c'est vraiment... moi, là, je peux malaxer la matière. Et ça n'a pas été usé, il n'y a pas de poncif. Il y a vraiment... c'est un territoire vierge, presque. Will, le dessinateur, on va dire presque le créateur du Tiff et Tondu, on va oublier Diner, qui a créé ça en 1938, mais Will a arrêté de dessiner en 90, ça fait 30 ans. Je veux dire, il y a vraiment... c'est sorti des radars, bizarrement. Moi, c'est vrai que, pour revenir à Spirou, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que tout le monde est passé dessus. Ça me séduit plus du tout. Tout le monde est passé sur Spirou, il ne me plaît plus. Je ne suis pas du tout attiré par lui. Et vous-même, José Louis, j'ai lui posé la question. Oui. Paradoxalement, tu dis que Tiff et Tondu n'ont pas été exploités, et pourtant c'est une bande dessinée d'exploitation, parce qu'elle appartenait vraiment aux éditions Dupuis. Je vais juste prendre 3 minutes quand même pour expliquer ce que c'est que Tiff et Tondu, parce que c'est extrêmement important dans l'histoire de la bande dessinée, même. Faut pas oublier, grosso modo, les éditions Dupuis, ça commence au début du XXe siècle. C'est une imprimerie, ils ont envie de faire bouger les machines, ils inventent des journaux, d'abord pour les femmes qui savent mieux lire que les hommes, c'est Bonne Soirée dans les années 20. Ensuite, tout de suite après, comme les hommes ils lisent pas, ils écoutent la radio, on invente Radio Moustique, et puis on se dit, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Ah bah tiens, peut-être qu'on pourrait créer des illustrés. Faut pas oublier, à l'époque, on est dans les années 30, fin des années 30, il y a juste Hergé qui fait de la bande dessinée en Belgique. Personne d'autre. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes? Ah bah tiens, on va faire un personnage qui serait rigolo. Tiens, Spirou. Ah super, on a trouvé le nom, Spirou. Et qui va dessiner Spirou? Il n'y a pas de dessinateur de bande dessinée en Belgique à part Hergé. Donc on va chercher un Français. Mais il ne peut pas y avoir que Spirou dans un journal pour jeunes. Et on trouve un gars qui a été policier, boucher, qui a travaillé au Congo belge, et puis qu'à un moment donné s'est dit, tiens, peut-être que c'est plus facile et moins fatigant de dessiner. Et c'est un gars qui s'appelle Fernand Diner, et on lui demande de créer une bande dessinée dans Spirou en 1938, et il a une moitié d'idée parce qu'il crée le personnage de Tiff. C'est une super bonne idée, c'est un mec, il est chauve, il est tout rondouillard, on va l'appeler Tiff. Ça, c'est marrant. Puis au bout de quelques semaines, c'est pas si marrant que ça. Et là, il a une seconde idée géniale. Il va ajouter un personnage à Tiff qu'il va trouver sur une île déserte. Et il a plein, évidemment, comme c'est sur une île déserte, il a plein de cheveux, une grosse barbe. Et c'est Tondu. Et il invente Tiff et Tondu comme ça. Et qui reste quand même un des grands classiques de la bande dessinée belge et qui participe à la création de la bande dessinée franco-belge. Ça aurait pu disparaître parce que, comme dit Blutch, Diner est un dessinateur assez anecdotique, extrêmement maladroit, qui dessine pour aller à la gamelle en gros, et qui après-guerre, comme il s'embrouille un petit peu avec Dupuis, va même aller dessiner Tiff et Tondu dans un autre journal concurrent. Ça rend dingue les Dupuis, qui proposent alors à Diner de racheter Tiff et Tondu. Ah, ils ont Tiff et Tondu et ils se retrouvent avec cette bande dessinée sur les bras qui va leur permettre de gagner plus de droits d'auteur puisque ça leur appartient. Et c'est là qu'entre en scène celui qui a marqué nos enfances respectives, c'est-à-dire Willy Maltais dit Will, qui veut pas du tout faire de bande dessinée. Il est très doué, il dessine très bien, il fait partie de la bande JG. Il est même un des élèves de JG dont parlait Blutch tout à l'heure. Il y a la bande Franquin, Maurice, enfin tout ça, c'est des personnages assez importants, je crois aussi, dans l'imaginaire de Blutch. Et Will, il va se mettre à faire Tiff et Tondu, parce que c'est payé toutes les semaines, 2 planches, ça permet de bien vivre la bande dessinée. On fait des albums au bout d'un moment, ça fait des droits d'auteur en plus, c'est des droits dérivés, on vit bien de la bande dessinée. Et Will, effectivement, va faire ça toute sa vie, en y croyant un petit peu les 10 premières années, et en faisant ça un peu c'est pour ça que je parle de bande dessinée d'exploitation. Bon, on a un personnage, ça se vend un peu, ça permet de faire vivre tout le monde, et lui va dessiner ça pendant quasiment 40 ans. Voilà. Et c'est sans doute en creux pour cette raison que Tiff et Tondu sont des personnages que tout le monde peut s'accaparer, mais que personne n'avait encore jamais fait avant Blutch et Robert.
Et quand il vous propose de les faire, quelle est votre réaction? Parce que là, il y a, j'imagine, une émotion particulière parce qu'on donne une nouvelle vie à ces personnages et on va entrer un petit peu effectivement dans la manière de les traiter très différemment de ce qu'on a pu lire précédemment et finalement de vous inscrire pleinement dans cette grande histoire de la bande dessinée. Donc, quelle est votre réaction à ça? Alors moi, ma réaction d'amateur de bande dessinée, de l'histoire de la bande dessinée, c'est tout à coup, tiens, réinvestir, je dirais même pas réinvestir, investir tout simplement ces personnages, c'est une bonne chose pour les éditions Dupuis, je suis quand même éditeur, qui sont effectivement complètement oubliés, mais tif et tondu, c'est presque une expression populaire pour parler, tiens, c'est des pieds nickelés, puis c'est des tifs et tondus, on sait même plus que c'est une bande dessinée, mais en réalité c'est une marque entre guillemets assez connu, qui a l'air de venir d'un autre siècle. Oui, parce que José Louis a un petit jeu, c'est que quand il se promène en France, il m'envoie des photos d'enseignes de toiletteurs pour chiens et de coiffeurs, qui s'appelle Tif et Tondu, tu vois. C'est le... Et l'intérêt, c'est que, comme dit Blutch, Spirou est lui aussi devenu un personnage d'exploitation où tout le monde a fait « Ah, super, moi aussi, je vais m'inscrire dans les pas de Franquin, etc. » Et que là, il y avait un pari super excitant parce qu'il y avait moyen de se les approprier en faisant fi du passé des personnages, quasiment. Et d'être juste sur vos émotions d'enfance, j'imagine. Ouais. Nous, notre postulat, c'était quand même d'être fidèle à ce qu'on imagine être l'esprit, les aventures de ces deux personnages. C'était pas une parodie, c'est pas absolument pas. C'est pas une relecture critique. Comme le disait mon frère, son but en écrivant cette histoire, c'était de rajouter un épisode aux autres épisodes existants de Tif et Tondu. C'est-à-dire, on est resté orthodoxe en fin de compte. On était tous bien d'accord là-dessus. Voilà. Tous les Donc, trois. on n'a pas tiré ça non plus vers un récit dit adulte. Pas de sang, pas de fesses. On reste dans la jeunesse. Non, mais c'était tentant, évidemment. Tout public, Oui. Donc, le tout public. Mais en renforçant quand même certains traits de personnalité. Mais moi, en tout cas, dans Tif et Tondu, quand je lisais ça, il y a un côté dit mature. Je ne vais pas dire adulte, mais je trouve ces personnages assez matures quand même, parce qu'ils se chamaillent comme des adultes. Il y a quelque chose qui se dégage, et même à la relecture et la re-relecture, et quand je relis, ça n'a pas la perfection d'Hergé, Tif et Tondu, évidemment. C'est pas une grande œuvre littéraire. Mais dans chaque épisode de Tif et Tondu, il y a toujours, on disait ça avec mon frère, il y a toujours un petit moment magique. Moi, je comparais ça au film de De Funès. De Funès était génial, et même dans les pires films de Funès, il y a toujours 2 secondes de génie, tu vois. Et dans toutes les Tif et Tondu, même ceux qui sont vraiment ratés, notamment la dernière série là, de Desberg que j'aime pas, et ben même dans ceux-là, il y a toujours un petit moment que tu trouves nulle part ailleurs. Quelque chose un grain de, je sais pas comment, une élégance, un mystère. Il y a quelque chose qui se... Et même une étrangeté. Il y a ouais. Dans le rythme, enfin dans l'enchaînement des choses. Dis-nous tout, Robert, qui se cache. C'est une question. Est-ce qu'il y a une étrangeté chez Tif et Tondu et comment toi-même tu t'appropries cette étrangeté et comment, voilà, parlons un petit peu de cette histoire. Alors, oh mon Dieu, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Mais je n'arrive pas à répondre à ta question. Là. D'accord. Alors juste peut-être effectivement... un mot sur cette histoire, ce nouvel épisode. Finalement, on s'inscrit dans la tradition de manière respectueuse. On prolonge quelque chose de l'ordre de cette aventure-là. Finalement, d'où est venue l'impulsion. Et puis je voudrais quand même t'interroger sur cette chose complémentaire. Et j'ai appris tout à l'heure que ça sortait dans peu de temps aussi. Il y a une nouvelle avec un effet de mise en abîme. Là, on est sur une partie écrite et illustrée par Blutch. Là,
quelque chose qui est une extension, à mon avis, de ce récit, où on revient. En fait, il est question d'un antiquaire, bon, on va pas dévoiler les choses, et Tif et Tondu raconte comment finalement ils ont réussi à mettre la main sur cet antiquaire dans un roman, et ce roman, on peut finalement le lire. Excuse-moi, j'ai juste prévenir un truc, c'est que leur première grande idée à tous les deux, c'est se dire l'histoire va se passer dans les années 80. Pour pas se faire emmerder par les téléphones portables, parce qu'il faut être quand même dans des histoires où tout à coup tout ne se résout pas au téléphone. Mais surtout, il faut que ces personnages, pour qu'ils soient modernes et qu'on y croit, il faut qu'ils aient un métier. Et c'est là qu'ils inventent le principe que Tif et Tondu, ils sont écrivains. Et là maintenant, maintenant tu peux. Et ça, c'est une idée de Blutch. C'est le seul truc qui m'a donné. J'y arriverai pas, désolé. Ouais, au départ. Au départ, c'est la seule indication que j'ai donnée à Robert. Je lui ai dit, moi j'ai une idée, c'est que ces deux personnages, ils ne sont pas sans emploi, ils sont écrivains. Un peu à la manière de Boileau-Narcejac. Ils écrivent des romans de mystère. Et puis j'ai pensé aussi à Pierre Bellemare. Parce que quand j'étais adolescent, j'aimais bien les histoires de Pierre Bellemare, un peu fantastiques. Voilà. Donc, ce sont des écrivains populaires. Voilà. Robert a eu l'idée de placer ça en 1986 et je trouvais ça très bien parce que c'est un temps qui est aussi peu exploité, on va dire, graphiquement que peuvent l'être Tif et Tondu en tant que personnage, parce qu'on ne se réfère pas à un passé dit mythique, les années 50, les 60, tout ce qui a été bien rebâché, réexploité, même les années 70. Donc c'est une époque un peu aride, hein, quand même, 86, c'est pas facile à dessiner. Et notamment les véhicules à moteur, ce qu'on appelle vulgairement une voiture. Donc dessiner un rancho, une Saab, qu'est-ce que tu m'as foutu dans les pattes encore, c'était pas, là, j'y suis toujours. Donc j'ai acheté des modèles réduits, des petites voitures pour pouvoir modéliser ça. Et c'était le temps où j'avais 20 ans. Donc oui, c'est ça, c'est une période que tu as connue. Oui, c'est vrai que c'est pas une période qui est fantastique. J'ai pratiqué 86. Ouais, 86, tu as pratiqué ça. Ouais. C'est vrai que c'est une période qui n'est pas très fantasmée, qui ne renvoie pas à des choses. Non, c'est la cohabitation. La cohabitation Malik Oussekine. Oui. Tu vois, c'est 86, c'est ça. Ce qui ne sert pas de derrière-fond, enfin, non, pas du tout. Non, pas du tout. Je rassure tout le monde. Non. Mais il y a quand même une vocation, j'imagine. Non, en plus, je m'en suis pas servi de ça. J'ai pensé à Tardy en dessinant, parce que Tardy, quand il dessinait les BD de Manchette, notamment Griffu, dans Griffu, qu'il a dessiné en 77, il y a en arrière-plan, il y a des affiches politiques, des affiches de films. Il place tout le temps Griffu dans le contexte politico-historique, culturel de son époque. Moi, je fais pas ça du tout. En revanche, j'en ai bouffé des films de Belmondo, mais vraiment Belmondo entre le marginal et le solitaire, les deux longs de cette époque-là. J'ai regardé tous ces films qui ont fait La Balance de Bob Swain, si les gens se souviennent de ce film-là, qui avait raflé 10 Césars. C'est un film que tout le monde a oublié, mais Léotard, Nathalie Baye et l'inénarrable Richard Berry. Donc j'ai La Balance, Police de Piala que je regarde. Voilà, c'est pour me remettre un peu dans ces années-là. Donc les films me dirigent beaucoup, mais celui qui me dirige vraiment, c'est Belmondo, hein, quand même, parce que là il y a de la matière, hein, chez Belmondo. Et puis donc c'est une grosse partie mais c'est comme un boulot. Enfin, je suis obligé de me mettre dans une ambiance, dès que je suis trop à l'extérieur, dès que je sors, dès que je fais d'autres travaux, il faut que je me replonge dans 86. Il faut que je revienne dedans. Même si ça apparaît pas d'une manière frontale comme Tardy peut le faire, c'est tout de même là. Voilà, tu vois,
j'ai des numéros de Marie-Claire, j'ai des tas de, j'ai de la documentation, voilà. Il est vrai que c'est assez subtil parce que je me suis reposé la question. Je savais que c'était dans les années 80, mais ce sont effectivement les véhicules qui nous donnent l'indication. Mais on pourrait situer hors temps aussi, mais tu le situes quand même. Robert, il donne 2-3 indications quand même, parce qu'au début, il y a une séance de dédicace, et il y a une lectrice qui demande un peu avide. Est-ce que vous connaissez Paul Sulitzer ? Ton Tiff, il avise une belle blonde et il dit « Ah, on dirait Baudérec ». Ce sont des noms oubliés, mais bon, voilà, il y a des notations comme ça qui sont bien marquées. Petites indications, effectivement. Ouais. On imagine que quelqu'un pourrait encore demander aujourd'hui à quelqu'un s'il connaît Paul Lou ou Sulitzer. Ouais. Je crois que c'était du vécu, moi, du coup. Juste quand même un mot sur votre collaboration, tous les deux, entre l'écriture, le dessin, situer le contexte. C'est quand même la première fois que vous travaillez ensemble. Voilà. Et comment ça s'est passé ? Moi, je me sentais pas. Après cette première conversation avec José Louis, où l'idée est venue de créer un récit, de dessiner un récit au sens le plus strict, et de construire une intrigue, et j'allais dire une histoire dite classique, je me sentais complètement incapable de le faire. Donc, je me suis adressé à mon frère, qui est une encyclopédie vivante du roman noir et de tout ce qui est la littérature policière. Et qui écrit par ailleurs. Donc je lui ai dit j'aimerais bien que tu me pondes une histoire de Tiff étendu. Et puis, comme c'est notre terreau commun, il savait très bien de quoi je voulais parler. Voilà. Et quand je lui ai demandé d'écrire cette histoire-là, je lui ai juste donné cette indication, c'est-à-dire c'est un couple d'écrivains. Après, je suis plus du tout intervenu, plus du tout. Tous les mots, toutes les situations, il en est responsable. Qui n'est pas fréquent dans ton parcours, non, mettre au service non, du scénario de quelqu'un d'autre, j'aime pas trop ça d'ailleurs. J'avais cru comprendre. Oui, je me fais violence. Tu te fais violence. Oui. Donc c'est toi qui pilote là, c'est toi qui. Oui, mais lui c'est la barre. Lui c'est la tête, moi je suis les jambes, je dis. C'est-à-dire que s'il y a des comptes à rendre, c'est vers lui qu'il faut se. Sauf aujourd'hui. Est-ce qu'il y a éventuellement une première question dans le public ? Je ne sais pas si vous avez effectivement eu l'occasion de lire ces 2 premiers cahiers qui nous livrent quand même les 44 premières pages. Et sur Tiff étendu de manière générale. On a fait une visite guidée, Raphaël, il y a 10 jours, une dizaine de jours, il y avait du monde, tu vois, il y avait des gens qui avaient la soixantaine. Et je vais vers eux à un moment, je dis vous connaissez Tiff étendu ? J'étais sûr, et j'étais non, pas du tout. J'étais là, merde. Et là, je me suis dit c'est pas gagné, parce que même si les gens de 60 ans ils savent pas ce que c'est. Vraiment, je pensais que c'était des amateurs éclairés. Et j'étais surpris, déçu et décontenancé. J'étais là, je savais même pas quoi leur dire. N'oublions pas qu'effectivement on peut découvrir certaines des planches dans le cadre de l'exposition. Oui, ici, en bas, oui. En bas, l'exposition hors la loi. Après, moi, j'ai envie de poser la question très simplement. C'est que on n'est pas arrivé au bout de cette première aventure, puisqu'il y a le 3e cahier qui sort et l'édition en septembre. Mais est-ce que ça vous suggère d'autres collaborations, ou toi, Robert, est-ce qu'éventuellement ça te suggère l'écriture de scénarios pour d'autres ? Et puis finalement, quelle serait, s'il y a eu Tiff étendu, quelle serait la série que vous pourriez comme ça investir, comme le disait José Louis ? Alors, je crois que Blotch a besoin de travailler tout seul. Ouais, mais tu aurais envie de reprendre quoi si c'était si on te donnait les clés d'une voiture, tu conduirais quoi ? Tu te dirais tiens, je referais bien. J'y ai jamais pensé. Ah ouais ? Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Natacha, hôtesse de l'air. Non, c'est pas bien ça, j'aime pas trop. Non, je sais pas. Un western ? Jerry Spring, c'est déjà repris, non ? Non. Voilà. Un Jerry Spring. Non, ça a été fait, mais Bon. Ça a été fait et abandonné. Un western, j'aimerais bien.
Ce qui est un peu paradoxal, hein, et ce qui n'arrive jamais, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est de faire une rencontre et de parler d'un livre qui n'est pas fini. C'est quand même aberrant quand j'y pense. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler d'un travail en cours. Oui, mais Hein. la Et présence. on a fait une exposition, j'étais forcé par Raphaël ici présent d'exposer des planches d'un travail qui n'est pas fini quand même. Et là j'ai l'impression qu'on est, Qui est visible. qu'on est au bord de l'escroquerie, hein, non, l'escroquerie intellectuelle en tout cas. On en voit Ou, quand même les- en tout cas, si le snobisme existe, on est presque au comble, tu vois, on arrive presque au comble du snobisme, du comble de ces deux. Oui, avec les 2 tiers qui sont déjà effectivement lisibles. Voilà, c'est un récit qui fait 76 pages. Mhm. Et j'ai fait la 64, je suis à la page 65. Il en reste 12 à dessiner, voilà, pour parler clairement, parce que la bande dessinée, c'est de la cuisine aussi. Donc j'ai 12 pages à faire. Normalement, c'est une formalité. Mais on ne sait jamais. Je vais me tourner vers mon éditeur. Hein, Je suis des grosses gouttes à ce moment-là. non, mais il peut m'arriver n'importe quoi. Non, parce que oui, il peut arriver n'importe quoi. Mais tu as fait les esquisses déjà des 12. J'ai fait les esquisses. J'ai commencé à travailler sur ce livre en 2015. Les premières planches ont été dessinées en 2015. Nous les avons présentées, Robert et moi, au festival BD-Fil de Lausanne. Les 5 premières pages, c'était en septembre 2015. Ça fait 4 ans. Je pense que même l'autre, avec Apocalypse Now, il n'a pas pris autant de temps à le faire, son film. C'est quand même... ça devient le... Enfin, hein, c'est la bien baleine pour ça, blanche. c'est bien pour Voilà, ça c'est qu'on ça, s'amuse c'est la à baleine faire blanche. ça. Hein. Ah non, mais c'est une aventure humaine. Et il fallait qu'elle se concrétise quand même au fur et à mesure de l'aventure. C'est pour ça qu'on a imaginé assez rapidement cette idée des cahiers tifs étendus, de manière à ce qu'on ait des rendez-vous concrets de temps en temps, du papier avec de l'encre dessus. Alors ça nous a amené à avoir plein d'idées, c'est-à-dire qu'il faut quand même remplir, puisqu'on ne pouvait pas remplir de 30 planches à chaque fois. Et qu'on avait envie, pas seulement de montrer la cuisine, il y avait cette idée de mise en abîme dont vous parliez tout à l'heure, qui était, puisqu'ils sont écrivains et qu'ils commencent à dédicacer un bouquin, tiens Robert, puisque tu as terminé ton scénario, tu n'as qu'à écrire un roman, parce que c'est plus qu'une nouvelle, c'est un roman qui est publié en épisodes et que nous allons aussi publier sous forme de livre, sous forme de roman, cartonné, jaquette, comme Dupuis le faisait dans les années 50. Ce ne sera pas un livre nostalgique, hein, mais à l'époque, on faisait la Belle Ouvrage, donc on s'est inspiré de ça. On arrive quand même à s'amuser. Ouais. Tu n'es pas que tout seul sur ta table à dessin en disant mais j'accumule les planches, t'es tout Je seul. suis tout seul. Mais de temps en temps, tu nous vois. Je suis tout seul. Et mais c'est une excellente idée de Robert, c'est-à-dire ce livre dont il est question dans la bande dessinée, eh bien, nous allons l'écrire. Et donc le livre existe. C'est assez. Voilà, il y a un jeu de miroir qui est amusant, un jeu d'esprit que je trouve intéressant. Et ces cahiers sont assez, enfin moi je les trouve magnifiques parce que ils révèlent effectivement d'abord ils nous réinscrivent dans cette histoire qu'on évoquait tout à l'heure, puisque vous parliez de Dinner, il y a on explicite qui il est, Will également. On trouve des éléments qui sont de l'ordre de l'intimité avec des photos de vous tout petits. Il y a cette extension qui est nouvelle, enfin, ce sont les objets à part entière. Et d'ailleurs je sais qu'autour de moi il y a des gens qui les cherchent, qui les collectionnent, et on se réjouit déjà pour le 3e volume. José Louis, j'avais éventuellement juste une question. Là, on évoquait peut-être une autre série à investir. Vous-même, quelle serait la suggestion que vous pourriez faire à notre duo? Alors je fonctionne pas tellement comme ça en fait. Je pense que c'est vraiment parce qu'on en a discuté, que Ouais. c'était rigolo et que ça devenait une expérience étonnante et qui était autre chose que tiens, reprenons Black et Mortimer, reprenons Spirou, voilà. Là, tout à coup, c'est vrai que c'était un peu des demi-soldes de l'histoire de la bande dessinée. Et c'était en ça qu'il était vraiment intéressant de travailler dessus et de leur donner, d'une certaine manière, parce que c'est Blotch, de leur donner des lettres de noblesse. Oui. Enfin. Avec ceci de particulier, que ça aura une conséquence, c'est qu'un jeune public ou un nouveau public va éventuellement s'attacher aux deux personnages. Ouais. Peut-être l'occasion de les exhumer aussi. Oui. Ça prend du temps parce que c'est pas un travail que tu peux bâcler. Tu peux pas faire ça par-dessus la jambe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer dans la matière. Je parlais des voitures tout à l'heure parce que c'était anecdotique, mais c'est vraiment ça. Je suis vraiment obligé de m'y mettre.
Je peux pas et être évasif sur le décor, sur les postures, et je garde à chaque fois des planches. Je garde une insatisfaction que généralement je ne j'éprouve pas. Je me dis à chaque fois, t'aurais pu faire mieux, mon vieux, t'aurais pu faire mieux. Enfin, c'est un travail assez, pour moi, inédit et pas évident du tout à mener. Mais je suis dedans jusqu'au cou là. J'ai encore travaillé ce matin sur les illustrations là, pour le roman. Donc c'est compliqué aussi. J'ai pas le recul, comme on peut dire Oui, tu es encore vulgairement. Ouais. Avec ceci de particulier, c'est qu'il n'y a, tu le disais tout à l'heure, nul mimétisme dans cette affaire-là. Enfin, c'est du blotch au niveau du dessin. On retrouve quand même des choses qui sont marquantes de ton univers, enfin, des inquiétudes, même si le scénario est signé Robert. Enfin, on retrouve des choses graphiquement qui sont les tiennes. Enfin, voilà. Notamment dans le personnage de Kiki. Enfin, ouais. Je suis assez mal à l'aise avec Kiki. Je pensais que ça passerait comme une lettre à la poste, et j'ai du mal à la tenir. Comme on dit entre nous, dessinateurs. J'ai du mal à la tenir. En revanche, j'ai une jubilation sans fin quand je dessine Tiff et Tondu. Le duo, là, de les faire, de les manipuler, vraiment, je m'en lasse pas. J'ai vraiment, je les sens bien. Je les sens bien, avec leur embonpoint, leur bonne quarantaine. Je ne sais même pas quel âge ils ont exactement, mais bon, c'est quand même des hommes mûrs, accomplis. Ce côté balourd, et en même temps, ils sont élégants. Voilà, Tondu, le barbu, je pense à Lino Ventura, pas mal. Il y a ce côté bougon, ce côté massif. Voilà, et l'autre, il est plus danseuse. Il est plus. Ils sont. On dirait des poupes. Enfin, je sais pas comment dire. On dirait des marionnettes. C'est très très agréable de les dessiner. Et souvent, un travail, ça se borne presque qu'à ça. C'est presque suffisant pour. J'ai pas besoin de. Voilà. En tout cas, j'en suis là aujourd'hui. Et j'aurais été bien embêté de dessiner Choc avec son smoking, son frac et son home. Parce que d'abord, un home, ça doit vraiment d'être pénible à reproduire case après case. Et puis, comme disait Robert, je ne comprends pas comment on peut fumer. Il fume des cigarettes à travers le home. Il mange aussi des fois, il boit. Ça, c'est le charme et le mystère de la BD. Mais c'est-à-dire, le gars, il a tout le temps un home sur la tête. C'est quand même, quand il pense, c'est quand même grotesque. Vous y faites allusion, hein. Il y a un petit clin d'œil à un moment ou à un autre. Oui, parce que c'est un personnage, oui, on n'a pas été assez complet, c'est un personnage qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Parce que c'est aussi un personnage... non, il n'est pas sous licence, lui. Hein. Il n'y a que Tiff et Tondu qui sont sous licence Dupuis. Le personnage du super méchant, Monsieur Choc, appartient à la famille Will, Maltête, et Rosie. Et donc, Madame Maltête, veuve de Will, réserve ce personnage, Monsieur Choc, emblématique, à son fils, Éric Maltête, qui en ce moment dessine des histoires de Monsieur Choc. Voilà, en personnage titre. Voilà, il y a un 3e album à apparaître, ou qui est paru peut-être, je ne sais pas. Donc on n'a pas eu le droit d'utiliser. Et dans la première mouture du scénario de Robert, il y avait Monsieur Choc. Et on a été tenu de le... Tu te souviens, tu as dû réécrire. On a dû voilà. Mais tant mieux finalement, parce que sinon tu serais retrouvé avec un type qui se jette des verres à travers la grille de son home, etc. Comment aurais-tu fait ? J'aurais fait comme font tous les dessinateurs de BD, je l'aurais mis dans l'ombre, ou j'aurais mis des buissons devant lui, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une question dans le public ? Oui, monsieur. Une question très naïve, mais est-ce que vous écrivez ou dessinez, en reprenant comme ça des héros de votre enfance, est-ce que vous écrivez pour satisfaire le lecteur que vous avez été, qui fait Tondu ? C'est une question un peu naïve parce que vous allez me dire les deux en général, mais je ne sais pas si vous pensez à ça, plutôt ça m'aurait, plus jeune, ça m'aurait épaté, donc faisons-le, ou
ou est-ce que c'est qui regarde le recul d'aujourd'hui? Tu veux répondre? Les deux, mon général. Oui, j'écris toujours des histoires qui m'intéressent. Enfin, voilà, je voulais... Est-ce que tu penses à l'enfant? Ouais, absolument. Je pense pas spécialement à moi, enfant, je pense aux autres gamins, enfin aux gamins. Je me dis, tiens, enfin si quand même. Je me dis, tiens, ça m'aurait intéressé. Enfin, ça m'aurait fait marrer si j'avais été un gamin, de voir, je sais pas, Kiki se faire enlever, se balader en nuisette. Enfin, ça m'aurait intéressé. Oui, oui, bien sûr. Tu étais un drôle de gamin, quoi. Ouais, comme tous les gamins. Comme tous les gamins. Moi, je bosse pour le lecteur que je suis, ouais. Ça c'est clair. Mais surtout, je travaille. Au début, j'ai commencé. J'ai travaillé pour mon fils au début, parce que mon fils, quand il avait 10 ans ou 12 ans, il me disait, oui, mais tu fais pas de BD pour moi. Et Tif et Tondu, j'avais dit, bah tiens, je vais faire une BD pour toi. Mais ça prend tellement de temps que mon fils, il a 20 ans maintenant et il en a et il en a plus rien à faire de Tif et Tondu. Et pour me faire plaisir, il dit, mais si papa, je suis content quand même. Maintenant, il lit mes BD de cul plutôt, tu vois, plus que Tif et Tondu, ça vient un peu tard. Mais au début, j'ai pensé à lui, au lecteur qu'il était, parce que c'était un lecteur de BD, il le demeure d'ailleurs, assez forcené. J'allais le dire, c'est quand même l'occasion pour toi de renouer avec la BD jeunesse. Enfin, ça fait quand même longtemps que tu ne t'y consacres plus. Oui. Là, oui. on a quand même effectivement, grâce à Raphaël et cette exposition, puis la médiathèque, les deux volets, puisqu'on a le petit Christian et on a Tif et Tondu. Ouais. Et dans l'intervalle. Non. Non, rien Non. Mon incursion dans la jeunesse, c'est surtout des illustrations pour les romans du seuil jeunesse à la fin des années 90, début 2000. C'est ma seule incursion dans le domaine de la jeunesse, c'est des illustrations de romans. Voilà. Il y en a certaines qu'on peut voir au musée Toumion-de-Guerreur d'ailleurs, de ces travaux-là. Mais je ne me considère pas du tout comme un auteur jeunesse. C'est trop dur à faire. C'est difficile. Hein ? Là, c'est quand même l'occasion. Oui, mais je prends quand même ça comme le reste. Tu vois, je prends ça comme n'importe quel travail, ce que j'ai pu faire précédemment ou avec le même. Il n'y a pas de différence de regard ou d'approche, en tout cas dans mon travail. Une autre question ? Oui. Robert, quand tu écris tes scénarios, est-ce que tu as un décalage quand tu vois les dessins? Est-ce que tu trouves que c'est exactement ce que toi tu verrais, ou est-ce qu'il y a un décalage entre ce que tu imagines et ce que tu proposes? Alors, j'ai une écriture assez visuelle, et non, ça correspond à peu près, évidemment, mais ça correspond. Je suis assez content, non, je suis même très heureux. Non, ça correspond tout à fait à ce que je voyais, en gros. C'est bizarre. Non. On se parle presque pas. Comme toujours, depuis toujours. José Louis. Robert, il écrit vraiment. Pour lire un certain nombre de scénarios d'amateurs, de professionnels pendant toute l'année, puisque ça fait quand même partie de mon métier. Ils ont trouvé un mode de collaboration assez unique, c'est-à-dire que généralement un scénariste, il dit, alors là, le gars rentre dans la pièce, entre parenthèses, et puis il y a le dialogue. Tiens, je rentre dans la pièce. Et puis ensuite, il décrit ce que voit le mec dans la pièce. Et puis, il y a encore un dialogue pas très intéressant. Robert, il écrit vraiment. C'est-à-dire que son scénario, c'est même pas une continuité dialoguée, il y a de l'humour, il y a c'est son style. C'est-à-dire que je pense que toute l'atmosphère, toute l'ironie qu'il peut y avoir dans le texte de Robert, Blutch n'a pas besoin de lui parler parce qu'il le perçoit immédiatement. Ouais. Tellement c'est fin, tellement chaque mot est pesé. Ouais. Et il n'y a jamais un scénariste qui travaille comme ça. Donc en fait, c'est un écrivain qui connaît suffisamment la bande dessinée pour ne jamais écrire de gras, c'est-à-dire de trucs qui seraient inutiles pour Blutch,
mais suffisamment bien écrit pour que ce soit inspirant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je Oui, le oui, vois. oui. Et ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. Non, mais je faisais une boutade, mais parce qu'on n'a pas besoin de se parler. Tu vois, c'est comme je pense comme on se comprend, on n'a pas besoin de se parler. Je pense qu'à la fin, dans le groupe de Dave Brubeck, il devait pas parler avec Paul Desmond, il devait rien se dire. Tu vois, je pense que c'est comme les vieux musiciens, tu sais, les musiciens qui jouent ensemble, ils se parlent plus au bout d'un moment. Donc on n'a pas besoin tellement de. Il n'y a jamais de malentendu. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. Mais parce qu'il écrit, comme disait José Louis, d'une manière très imagée et tout y est. Dans une forme dite romanesque. Ouais. C'est gentil. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que ça vous Bah, fait non, ça non, fait plaisir. Non, c'est pas gentil. Mais Et c'est pour ça que quand il y a eu l'idée, à un moment donné, d'écrire le roman, ça semblait juste évident qu'il y arriverait. On ne s'est pas posé la question un seul instant de se dire... Moi aussi. Toi, oui, c'est normal. C'est normal, mais il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui ont confiance en eux, ceux qui n'ont pas confiance en eux. On est plutôt dans la seconde catégorie. Mais il faut qu'il y ait des gens qui aient confiance en soi pour faire les choses quand même. Et tu as été impeccable. Le roman, il est super drôle. C'est un vrai roman humoristique écrit par Tiff et Tondu, puisque ce sont eux les romanciers. Et c'est pas un gadget. Effectivement, il y a l'effet miroir, mise en abîme, etc. Mais c'est un vrai travail d'écriture. C'est un grand lecteur, de romans noirs, comme le disait Blutch. Et on sent qu'il a tout compris de tout ce qu'il aime. Je crois, bon, il cite Simenon jusqu'à Westlake, donc Ouais. une sorte d'écriture super efficace, assez blanche, enfin avec on va pas aller chercher des mots trop compliqués. C'est juste dans la structure des phrases que tu arrives à trouver l'ironie, l'humour en étant hyper simple. Voilà. Et il y a de la pluie aussi, comme dans Simenon. À Paris, en hiver, il pleut. Oui. Donc il y a un vrai travail d'écriture de la part Robert, et c'est une révélation. ouais. Oui. Pas comme orateur, mais Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être arriver on nous l'avait jamais faite, celle-là, monsieur. Non, pour moi, non. Non. Vous voulez dire pour un des deux, pour Tondu, le barbu, là ? Non. Non, je pense à... J'ai 2-3 figures comme ça en ligne de mire, dont Lino Ventura, là, que j'ai cité. Donc je pense à lui, je regarde des photos de lui ou des films. C'est vrai que j'ai relu pas mal Simenon aussi, hein, au début, quand on s'est mis à bosser là-dessus. J'ai lu Simenon. Et voilà, et j'ai et puis j'ai un ami à moi qui s'appelle Francky Ballonnet, qui est une figure de la bande dessinée, voilà, qui me sert aussi de modèle, qui est même un personnage aussi comme ça, massif et élégant en même temps. Voilà, mais je pense pas du tout à mon frère, non. Non, c'est pas un règle. Il n'y a pas de. Non. La psychanalyse tranchera plus tard, mais là, il n'y a pas de. Écoutez, un grand merci à vous. Nous, on se réjouit pour le troisième volet, puis on se réjouit surtout pour la sortie en septembre. Peut-être juste un dernier mot sur cette édition en septembre. Quelle sera sa forme, j'imagine, cartonnée ou en couleur, forcément, non ? Ouais. Alors quand on a la chance d'avoir John Coltrane qui décide de reprendre un standard, The Girl from Ipanema, on essaye de faire des remixes, voilà, sous forme de maxi 45, de vinyle avec double pochette, etc. Et c'est un peu, d'un point de vue éditorial, c'est un peu ça, c'est des variations. Donc on a ces cahiers fait tondu en noir et blanc, et évidemment l'album Standard, c'est un album en couleur. Standard, 76 planches quand même, c'est beaucoup. Oui. Hein, c'est le double d'un album normal, d'une certaine Il a dit manière. ça sur le ton du reproche. Non, vous avez noté. de l'admiration. Genre, c'est beaucoup. Genre... Non, c'est de l'admiration plutôt. Genre, 76 planches.
Mais en combien de temps tu vas faire ça? Ouais. Et Oh, bah, on donc en- l'album lui-même, l'album standard, il sera évidemment très beau avec un magnifique papier, une magnifique cartonnage, mais évidemment on sera en couleur. Moi j'ai encore pas vu beaucoup de couleurs pour l'instant, mais on va sans doute en voir bientôt. Et puis voilà. Il les fait pas lui-même. Hein, Non, non, je c'est vous pas moi, rassure. c'est pas Je vous moi qui rassure. colorie. Ouf, il fait pas les couleurs lui-même. Non, je ne colorie pas le livre. Donc c'est pas- Mais ça va pas nous empêcher de faire une édition cartonnée noir et blanc, de faire du grand format et de s'amuser, de faire des sérigraphies avec les couvertures et qu'on se voilà. Que la prochaine année scolaire, on s'amuse bien avec Tif et Tondu et qu'on puisse faire des variations éditoriales à partir d'un corpus déjà établi. Voilà, il y a le roman, l'amateur de Tif et Tondu ou de Blutch, normalement, il va bien s'amuser et remplir sa bibliothèque pendant 2 ans au moins. Tendu Il quatre. y a, excuse-moi Manu, parce que dans la salle, il y a notre professeur des arts déco, Claude Lapointe, qui est là. Donc, je suis ravi qu'il soit là, mais je voulais partager une réflexion que je m'étais faite. J'ai pensé à toi l'autre jour, parce que mon frère a écrit donc ce roman qui s'appelle L'Antiquaire sauvage, qu'il faut que j'illustre. Et moi, je ne me considère pas comme illustrateur. Et je me retrouve dans ce questionnement, mais qui date depuis le début. C'est-à-dire que dans son récit écrit, il y a une richesse, une puissance d'évocation que j'ai toujours l'impression de réduire quand je dessine. J'ai l'impression que le dessin réduit, si tu veux, la portée poétique d'un texte écrit. Et je me retrouve devant ce problème. Là, j'illustre ce roman, donc. Je faisais ça ce matin encore, tu vois, avant de partir. Et je sais pas, on en parlait déjà dans le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne peux pas m'empêcher de me dire que mon dessin, en tout cas, limite la portée, la puissance poétique, épique d'un texte. Tu vois, là, c'était juste ça. Je voulais juste te dire que j'avais toujours ça en tête. Je pensais à toi. Pourtant, je suis obligé d'y aller. Je suis au charbon. Je suis obligé de faire ces dessins-là. Donc, je les ponds, je les descends. Mais après, je me dis, quand même, ça limite l'imagination du lecteur, en fait. Si tu veux, de voir les personnages représentés, figurés. Tu vois, alors que quand tu lis un bouquin, tu les imagines, tu vois. Et c'est vachement plus riche d'une certaine manière. Tu vois, moi, je lis son texte, je me régale. Et quand je fais les dessins à côté, j'ai l'impression que je réduis un peu le truc. Et j'ai toujours ce problème avec l'illustration. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je suis illustrateur. Je ne serai jamais, si tu faisais... peut réduire un texte, surtout ce qui est poétique, ce qui est délicat, absolument. Ouais. Une image qui vient là-dedans vient perturber, évidemment, Ouais. la lecture. Ouais, et j'y pense tout le temps, tu vois, quand je bosse. Je pense à ça, là. Là, je voulais juste faire cette réflexion. Voilà. Sujet ouvert. Ah oui, Question non, ouverte. mais oui, c'est un boulot sérieux quand même. Hein. Bah, écoutez, un grand merci à vous trois, et puis un grand merci à vous tous d'avoir assisté à cette rencontre. N'oubliez pas qu'il y a des expositions à Strasbourg, il y en a 5. Ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition ici. Non, il n'y en a plus que 4. Le laquelle- Shadok, c'est fini. C'est fini le Shadok. Ouais, le Shadok, Shadok, c'est fini. D'accord, voilà, il Il y nous en en a reste encore 4. 4. Hors la loi à Malraux, Ouais. à l'Aubette pour en finir avec le cinéma, au MAMS, Art mineur de fond à Art mineur de fond, et un autre et au musée paysage. Thomengerer, un autre paysage. Voilà. Un grand merci à vous. Merci. Bonne soirée.